emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi va fi un épisode cu totul spécial. Je trec la française acum. Je disais que cette fois-ci, notre émission va être tout à fait spéciale parce que j'ai l'énorme chance et honneur et bonheur d'avoir comme invité Barbara Cassin, que tous ceux qui s'intéressent à la philosophie, et pas seulement à la philosophie, connaissent fort bien. La présenter est assez inutile, je crois. Barbara Cassin est venue en Roumanie, entre autres, pour recevoir le titre de docteur honoris causa de l'université de Bucarest. En fait, pour moi, c'est une rencontre exceptionnelle parce que, et je voudrais commencer par là, si vous voulez bien, des amis à moi m'ont donné un cadeau que je chéris beaucoup pour ma fête, pour mon anniversaire, une caricature avec le sophiste local. Bon. On a beaucoup ri de cette plaisanterie. D'ailleurs, je trouve que c'est très réussi comme caricature. Et puisque on parle un peu de la corde dans la maison du pendu, comme on dit en romain, je profite de votre présence pour parler des sophistes et de la sophistique, parce que vous avez fait vos deux thèses, non, sur les sophistes. Oui. Vous savez, en France, il y avait une petite et une grande thèse au moment où je les faisais. Exactement. Voilà. Et la petite, c'était sur traité pseudo-aristotélicien, sur Melissus, Xénophane et Gorgias. C'est l'une des deux versions du traité du non-être, la plus intéressante. Pas celle de Sextus Le traité Empiricus. de Gorgias. Le traité de Gorgias, qui s'appelle le traité du non-être, et qui est en deux versions, une donnée par Sextus Empiricus, une version, disons, scepticisée, et puis une version beaucoup plus violente, qui est du pseudo-aristotélicien X, on ne sait pas qui. Et elle est beaucoup plus intéressante, à mon avis. C'est celle-là que j'ai travaillée. Parce que vous donnez vraiment une dignité philosophique aux sophistes. Absolument. Et en particulier à Gorgias. Bon, parce que dans le hit parade des grands sophistes, chacun semble avoir sa spécialité. Donc, Platon nous les présente dans Protagoras. Protagoras qui enseigne la vertu, qui enseigne la science politique, qui est philosophe. Puis Hippias qui est une espèce d'encyclopédie ambulante. Prodikos qui fait ce que vous faisiez avec la réflexion sur les concepts. Non, c'est votre ancêtre. Prodikos, non? Sur les mots. Sur les mots, oui. Exactement. Et puis Gorgias, on a l'impression que c'est le beau parleur, oui. Le rhéteur, tel qu'on le voit dans le dialogue de Platon. Et vous dites, eh bien non, en fait, Gorgias est peut-être le plus philosophe de ces sophistes. Ils sont tous philosophes, mais l'intérêt de Gorgias, c'est que justement, on a des discours, on a des textes de lui, et que ça, on peut les analyser. Le traité du non-être, c'est quelque chose d'absolument génial, à mon avis. Mais l'éloge d'Hélène aussi. Aussi, bon. Oui. Et donc, j'ai beaucoup travaillé l'ensemble des textes de Gorgias, parce qu'au moins, il y a quelque chose à travailler. Alors que pour Protagoras, vous avez Platon, qui parle de Protagoras, et une phrase. Oui. Et une phrase. L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont, qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, qu'elles ne sont pas. Et puis, vous vous débrouillez avec ça. Mais comment définir la sophistique ? Qu'est-ce que c'est parce que bon, le mot sophiste a une connotation négative qui est pas du tout justifiée, mais quel serait le noyau philosophique de la sophistique? Parce que bon, on est d'accord, oui, ils ont représenté un moment important dans l'histoire de l'éducation. Ce sont les inventeurs de l'enseignement supérieur, on pourrait le dire. Oui, certes, c'est un grand mérite. En plus, ils étaient des professeurs de rhétorique dans un contexte où la rhétorique était très importante. Mais est-ce qu'il y a une philosophie sophistique ? Oui, alors d'abord, comme vous dites, Hegel, par exemple, dit les sophistes sont les maîtres de la Grèce. Donc les maîtres dans les deux sens, à la fois politique et
euh, justement, d'enseignement. Bon. Mais à part ça, quelle est la teneur de cet enseignement? Eh bien, il faut pour ça se déprendre de siècles de philosophie pour commencer à la comprendre. Il faut déconstruire tout Platon, tout Aristote. Bon. Et c'est ce que j'ai fait à partir notamment du principe de non-contradiction tel qu'il est démontré par Aristote au livre Gamma de la métaphysique. Aristote exclut les sophistes, exclut ceux qui parlent pour le plaisir de parler, logou karine, dit-il, de l'humanité. Il dit ce sont des plantes, hein, des plantes qui parlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas au principe de non-contradiction. Alors il faut réfléchir, c'est un indice, si vous voulez, de l'intelligence sophistique. Il faut réfléchir à partir de là à ce que la sophistique fait à la philosophie. Et dans le traité du non-être de Gorgias, alors je le rappelle très brièvement, Gorgias dit « rien n'est », rien n'existe. Si c'est, si c'est, on ne peut pas dire ce que c'est. Et si c'est, et si on peut dire ce que c'est, eh bien, c'est incommunicable. Bon. Donc, à partir de là, il faut comprendre quelle opération il est en train de fabriquer. Et pour moi, la sophistique, c'est un discours second qui ne fonctionne que parce qu'il y a eu un premier discours, à savoir la position de l'être par Parménide. Donc, le discours de l'ontologie. Donc, c'est un contre-discours, mais qui n'est pas simplement un pur jeu de négation, qui essaye d'expliquer comment, au fond, l'être que prône Parménide, que décrit Parménide, le poème de Parménide, n'est jamais qu'un effet de dire, un effet du dire de Parménide. Justement, l'être, c'est seulement parce que Parménide en parle qu'il existe. Et ça n'est pas parce qu'il est toujours déjà là. Mmh. Donc ça, c'est très important. Le grand renversement, c'est, peut-être on peut l'exprimer comme ça, l'être est un effet de dire. Mmh. Bon, pour utiliser une formule fameuse, Gorgias hat Parmenides auf den Kopf gestellt. Il a renversé Parménide. Oui. C'est ça. Oui. Le noyau philosophique de quelqu'un comme Gorgias. Oui, il a mis Parménide, il a montré ce que c'était. Donc ça équivaut à le renverser. Il a montré par quelle opération ça fonctionnait. Et il a montré que c'était des opérations discursives. Mais bon, la question des sophistes me passionne, non seulement à cause de la caricature que j'ai reçue de mes amis, mais il y a aussi la dimension politique de la sophistique, leur pensée politique, la distinction entre nature et loi, entre physis et nomos. Bon, on la trouve dans Gorgias, mais c'est le grand thème de leur pensée. Et ça semble être un peu un leitmotiv chez les sophistes. Bon, chez Protagoras, chez Gorgias, mais également chez d'autres sophistes qui sont plus sulfureux. Je pense à Critias. Critias aussi est un sophiste, et c'est un sophiste qui a mal tourné. Ils ont tous mal tourné, hein, pour les philosophes. Pour les philosophes, les philosophes, Oui, mais Gorgias a très bien fini. C'était une vedette. C'était quelqu'un qui avait une statue en or à Delphes. Oui. C'est pas peu. C'est comme avoir une statue en or devant le siège de l'ONU. C'est formidable. Par contre, Critias a très mal fini parce qu'il est devenu l'un des 30 tyrans et il est mort au combat. Mais est-ce que Platon n'était pas gêné par cette parenté? Mais Platon, le problème avec Platon, c'est que Platon, c'est Socrate, et que Socrate, il a été condamné à mort pour avec des accusations qui fonctionnent seulement, vraiment, pour les sophistes. Donc, il a été condamné parce qu'il détournait la jeunesse, parce qu'il était athée, D'ailleurs, etc. Protagoras et Antiphon ont tous les deux été condamnés. Absolument. Bon, Protagoras a fui et Antiphon, le pauvre, n'a pas fui. Enfin, on ne sait pas trop ce qui est arrivé à Antiphon parce qu'il y en a plusieurs qui se mélangent.
Oui. Ah, oui, il y a Antiphon l'orateur et deux Antiphon le sophiste. antiphons. Oui. Oui. Mais l'antiphon condamné et l'autre, on ne sait Ben, pas. à mon avis, les deux ne font qu'un. Mhm. C'est ça. Comme d'habitude. Bon, Hein. donc il y a des procès pour impiété Mm. similaires à celui de Socrate qui ont été intentés à des sophistes. Oui. Et évidemment, dans les nuées Aristophane. on a les mêmes accusations. Oui. Oui. Qui vont contre Platon et contre Socrate. C'est tout à fait. Mais bon, pour moi, si vous voulez, le noyau de la sophistique, c'est la remise en cause ou la remise en cause philosophique de l'ontologie. Mhm. C'est-à-dire de ce C'est que... une anti-ontologie. Oui, c'est plutôt une manière de circonscrire l'ontologie comme un discours possible. Mhm. Ça, c'est pas vraiment une anti-ontologie. Oui, elle je a sa comprends. place, C'est vous plus voyez. inclusif, oui. Voilà, elle a sa place. Oui, exactement. Mais l'ontologie n'est qu'un des discours possibles et bien moins fort que la logologie, qui est le nom qu'on peut donner à la sophistique. Oui, maintenant, comme mon nom est paléologos, évidemment, je me suis posé depuis l'enfance la question de la signification du nom. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qu'il signifie? Parce que logos peut signifier plein de choses. Oui. Je ne sais pas, il faudra que vous m'éclaircissiez sur cette question. Ah ben, en tout cas, logos, c'est le maître mot de la Grèce. Et c'est très important de comprendre ça, puisque la traduction latine est géniale. C'est ratio et oratio, autrement dit raison et discours. Dans le logos, il y a déjà une prétention à l'universalité. Donc c'est toute mise en rapport, toute proportion, oui, vraiment tout rapport. A sur B égale C sur D, c'est le premier logos. Bon. Alors, le point est que cette raison et ce discours qui se confondent dans le terme logos se confondent aussi avec la langue grecque. Et que donc, à part le logos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des barbares. Et moi, je sais, alors vous vous appelez paléologue, moi je m'appelle Barbara. Donc je sais ce que veut dire barbare. Ça veut dire blablabla. Hein, c'est-à-dire comme Babel, comme Borboring, etc. C'est donc... Oui, mais Sainte Barbara est une sainte formidable. Oui, grâce aux pirates. Une rebelle. Oui. Mais enfin bon, c'est quand même la sainte blablabla. Et donc, si vous voulez, le problème avec les Grecs, c'est que leur logos fait en sorte que tout ce qui n'est pas ce logos ne vaut pas. C'est du blablabla. Ça n'est pas la bonne langue. Alors, évidemment, Antiphon, par exemple, le sophiste, explique qu'on barbarise quand on imagine que l'autre est un barbare. Donc, il nous aide politiquement à ne pas se laisser enfermer dans ce tout ou rien. Mais pour moi, ce que la philosophie fait ensuite, et par exemple Aristote, c'est justement nous enfermer dans ce tout ou rien. C'est-à-dire que, ou bien vous obéissez au principe de non-contradiction, et vous êtes un homme digne de ce nom, vous êtes un philosophe, hein, ou bien vous pensez que quand vous parlez, eh bien vous parlez. Et que ça, c'est déjà quelque chose de très important, et qu'à la limite, ça se suffit. Legein, logou, karine. Parler pour le plaisir de parler. C'est ainsi qu'il rejette les sophistes, qui ne sont pas des philosophes, justement, qui ne parlent pas pour dire la vérité. Eh bien, il les rejette hors de l'humanité. Il dit ce sont des plantes qui parlent. Donc, voilà. Le problème, si vous voulez, l'intérêt pour moi de la sophistique, c'est qu'elle montre quels sont les types d'exclusion qui ont été fabriqués, et c'est pour ça que c'est aussi, évidemment, un programme politique, de se demander quels sont les types d'exclusion. Mais ça veut dire que la sophistique est indissociable de la démocratie? Absolument. Absolument. Mais que faire d'un sophiste comme Critias, qui se tourne contre la démocratie? Mais d'abord, il y a toujours des... Je veux dire, je n'ai pas assez analysé le cas de Critias, parce que qu'est-ce qu'on en sait? On en sait ce qu'en disent toujours les antisophistes.
on ne comprend pas forcément ce que ça signifie, sa position. Et pas plus que... Enfin, Critias n'est pas plus à critiquer que Platon, qui va se donner... se mettre au service des tyrans. Oui, mais enfin, il a converti Dion à la philosophie, c'est quand même quelque chose. Et puis Dion a chassé l'autre, Denis le Jeune. Oui, enfin, on va... Non, l'histoire est quelque chose de toujours... enfin, les faits sont des fictions. Il faut bien comprendre ça. Et on le sait avec l'histoire grecque. Les faits sont des fixations. Mais en même temps, avec Fingo, c'est à la fois fixé et inventé. Donc on invente des fictions qu'on fixe. Et on leur donne le sens qu'on veut. Oui, on peut écrire fiction avec X. X, comme avec Lacan, oui, comme chez Lacan. J'ai Lacan. lu ça dans votre livre. Oui. D'ailleurs, j'étais récemment à Paris. Je suis allé dans une librairie et j'ai acheté ce livre plus ancien déjà sur la nostalgie. Oui. Et comme le thème m'intéresse beaucoup, je l'ai tout de suite feuilleté. J'ai vu que ça parlait d'Ulysse et d'Énée. Ce sont mes héros favoris. Oui. Depuis que ma mère me racontait les histoires d'Homère et de Virgile, je m'identifiais à Ulysse quand j'étais petit. Et puis ensuite, j'ai pensé que Énée était quand même plus proche. Donc comme ça parlait d'Ulysse et d'Énée, tout de suite j'ai acheté le livre. Mais je vois que vous parlez beaucoup en fait de Hannah Arendt. Oui. Pourquoi? Quel est ce saut de Homère et de Virgile à Hannah Arendt? Parce que là, c'est la langue qui fonctionne comme élément de la nostalgie, comme vecteur de la nostalgie. Absolument. Pour Ulysse, c'est vraiment le retour, la nostalgie comme la souffrance du retour, dans tous les sens du terme. Et à quel moment est-ce qu'il sait qu'il est chez lui? Eh bien, lorsqu'il retrouve son lit enraciné, ce qui est quand même une métaphore extraordinaire de la conjugalité. C'est leur signe de reconnaissance avec Pénélope. Bon. Et c'est la reconnaissance la plus compliquée. Oui, la plus compliquée. La plus laborieuse. Mais c'est parce qu'Ulysse n'a pas arrêté de mentir quand même, et qu'il était à côté de Pénélope. Lorsqu'elle pleurait, il l'entendait pleurer, il l'entendait gémir, et lui ne s'est toujours pas déclaré. Il disait qu'il était un mendiant venu de Crète, etc. Et que oui... Et il lui racontait des bobards aussi. Des bobards terribles, en lui disant « Oui, j'ai rencontré Ulysse, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Oui, je sais, non, mais je vous promets, il va revenir. » Mais enfin bon, et il disait jamais que c'était lui. Et elle pleurait en rêvant qu'il était là. Et il l'entendait pleurer, et il ne l'a pas prise dans ses bras alors qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Donc, elle ne peut pas croire que c'est lui. Ou plutôt, j'aurais été elle, je lui en aurais voulu à mort. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette reconnaissance était difficile. Quand il est apparu, après s'être baigné, après avoir tué les prétendants, pendu les servantes, après avoir pris un bain, et que à nouveau la grâce s'est répandue sur son visage, comme d'habitude, chaque fois qu'il prend un bain, Athéna l'aide à être beau. Bon, eh bien, il s'est assis en face d'elle, et elle couchait les yeux en arrière, et elle refusait de le reconnaître, jusqu'à ce qu'il lui dise « Enfin, femme, cœur de fer, etc. On n'a jamais vu ça. » Bon. Et à ce moment-là, elle a dit « Bon, d'accord, oui, c'est toi. » Ça, c'est le comble, parce qu'il dit « cœur de fer » alors que lui-même avait... Un cœur de fer. Oui. Et alors, donc, elle dit « Bon, d'accord, allez, c'est toi. Servante, nourrice, va préparer notre lit. » Et c'est à ce moment-là qu'il bondit et qu'il dit « Femme, qui donc a déplacé mon lit ?» Puisque son lit était creusé dans un olivier encore enraciné, personne ne pouvait le déplacer. Donc, à ce moment-là, elle lui saute dans les bras en lui disant « Ah, c'est toi. Oui. C'est toi, mon pays. » Bon, c'est donc très, très beau, cette reconnaissance. Ce signe de reconnaissance est sublime. Et ça, c'est la nostalgie, c'est-à-dire le symbole même de l'enracinement. Bon. Alors ensuite, Énée. Énée, c'est très différent, puisque Énée ne peut jamais revenir chez lui. C'est un départ sans retour. Et à quel moment est-ce que ça s'arrête, l'errance d'Énée? Eh bien, ça ne s'arrête jamais quand il croit reconstruire Troie. Ça s'arrête quand il est ailleurs,
c'est-à-dire quand il accepte de ne plus parler latin, de changer de langue, Ne parler grec. de ne plus parler grec, pardon, de parler latin. Oui. Uno ore fecit latinos. D'une seule bouche, nous serons tous latins, ceux chez qui j'arrive et moi-même. Bon. Donc, il accepte d'oublier sa langue. Et Arendt, c'est en effet le fil de la langue qui m'a guidée. C'est que Arendt, elle, dans l'exil et après les atrocités, dit que ce qui lui est resté, c'est sa langue. C'est-à-dire que sa patrie, c'est encore l'allemand. Ça n'est pas l'Allemagne. Elle ne s'est jamais sentie appartenir à aucun peuple, ni juif ni allemand. Mais en revanche, sa patrie, c'est sa langue. Et je trouve ça très beau de voir si vous voulez, ce passage de la patrie, c'est mon lit enraciné, à la patrie, c'est ma langue. Donc voilà la séquence qui est dans ce livre. Je dois vous avouer que tout simplement le thème m'a beaucoup intéressé dans ce livre. C'est un livre de vous, ça parlait d'Ulysse et d'Énée. Bon. Mais en même temps, j'aime mon propre projet. Je veux écrire quelque chose sur la mélancolie, qui est proche de la nostalgie. Quelle est la différence entre mélancolie et nostalgie? C'est toute une question. Et je me demandais dans quelle langue écrire ce livre. Donc, je pense que je l'écrirai en français, parce que pour un Roumain de mon type, je dirais, le français est une langue d'une certaine nostalgie. Et d'ailleurs, vous citez cette formule un Européen est quelqu'un qui a la nostalgie de l'Europe. Et il y a un côté également nostalgique dans la francophonie. Mon père a écrit un article, un essai dans les années 80, début des années 80, sur ce que c'est être européen. Il parlait du français précisément comme un critère de l'esprit européen, ce qui est sans doute très anachronique de nos jours. On pourrait dire que c'est un vieux monsieur de notre âge. Mais il y a de ça, le français comme langue d'une nostalgie, et être européen, c'est ressentir une certaine nostalgie. Parlons encore un peu plus de ce rapport entre nostalgie et langue. Et éventuellement une langue qui pour moi est étrangère sans être tout à fait étrangère. Ma langue maternelle est le roumain, bien entendu. Mais dans ma famille, on parlait français depuis plusieurs générations. Et donc, écrire en français est aussi l'appropriation d'une autre langue comme si c'était la mienne. Oui. Ben, si vous voulez, ce que vous dites me réjouit le cœur, parce que j'aimerais beaucoup que le français puisse encore être une langue de nostalgie, une langue qu'on souhaite, ça veut dire, une langue dans laquelle on veut revenir. Et je pense qu'une langue, c'est ceux qui la parlent, mais c'est ses auteurs et ses œuvres. Et en fin de compte, le français, c'est, pour moi, une langue entre autres. C'est très important que ce soit entre autres. Ça veut dire que, pour moi, la francophonie, ça se définit par le français et le français. Je pense que le français peut demeurer, et c'est comme ça que nous avons créé la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, oui. Dans l'idée que le français est une langue entre autres, et qu'une langue, ça n'appartient pas. Donc cette cité du français peut être une cité internationale. Ça n'est pas une forteresse assiégée par l'anglais, par exemple, par le globish, on pourra y revenir, oui. Mais c'est une ville ouverte, donc qui peut accueillir les autres langues comme des langues comme elles, et non pas comme des barbaries, à la différence du grec logos et des barbares. Donc il faut que le français demeure une langue singulière, au milieu d'autres langues singulières, forte de ses auteurs et ses œuvres, en partage. Ça serait ce qui peut lui arriver de mieux, et ce que vous dites de votre idée du français ou de votre nostalgie du français, ça ne peut que réjouir le cœur d'une Française, mais pourvu que ça dure. Et pour que ça dure,
il faut quand même que les œuvres en français, donc que les auteurs et les œuvres soient partagés. C'est-à-dire qu'il y ait des lycées français, qu'il y ait des instituts français, qu'il y ait tout simplement de l'argent mis dans ces, dans ces partages. Car ces partages sont coûteux. Donc c'est mon souhait. Oui, vous parliez de l'anglais, mais l'anglais lui-même est très français. Enfin, il y a Beaucoup ce de mots livre de français. Secchellini Bien sûr. qui est très drôle. Le titre est Oui. très drôle. L'anglais n'existe pas. Oui. En fait, c'est du français mal parlé. Oui. Bon, cela dit, dans le cas du roumain, on retrouve cela parce que le roumain moderne est fait de mots d'origine française. Oui. Le roumain est comme une espèce de gâteau. Bon, il y a un fond vieux latin, puis il y a un fond slave assez important avec toutes sortes d'hellénisme, de germanisme, Oui. magyarisme, enfin bon. Oui. Et puis il y a cette strate très importante du 19e siècle qui est du français. Enfin, Oui. tout ce qui est langage de la civilisation moderne, urbaine, en roumain, c'est en fait du français. Comme en anglais, justement. Oui, mais en anglais, il y a des mots d'origine française qui sont là depuis le Moyen Âge. Absolument. Nous, c'est beaucoup plus récent. Ce qui d'ailleurs donne lieu à toutes sortes de confusions, parce que certains mots existent en roumain avec un certain sens venu du français, et puis il y a le globish, comme vous dites, qui arrive chez nous avec d'autres sens, pour les mêmes mots. Oui. Oui, et ça donne lieu à toutes sortes de situations très drôles, où on dit quelque chose, mais ça veut dire autre chose. Par exemple. Par exemple, location. Oui. En roumain, classique, location veut dire comme en français, enfin, on a un contrat de location. Oui. Et puis il y a location. Location. Voilà, Oui. ça c'est un exemple qui n'est pas, je ne trouve pas ça scandaleux, je peux comprendre. Mais il y a support. Support veut dire en roumain comme en français un objet sur lequel on met un autre objet. Eh bien, il y a support. Oui. Et on entend, j'ai votre support. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis appliquer. Appliquer en roumain veut Tout dire à comme fait. en français, appliquer quelque chose sur un mur ou sur une autre surface. Appliquer une gifle, par exemple. Bon, là, on a appliqué au sens de apply, de postuler, etc., etc. Vous savez etc. qu'on a ça en français. Oui. Ah, et récemment, j'ai vu quelque chose de vraiment très drôle. Scrutin, scrutine, dans le sens de scrutiny. Et ça, c'est le comble, parce que scrutin veut dire en roumain la même chose qu'en français, c'est-à-dire un processus électoral. Oui. Oui, voilà. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Oui. Mais ça, c'est le côté... Enfin, vous avez mené une réflexion sur... les concepts, sur les mots, sur les langues, mais là, il y aurait une réflexion sur les stupidités qui sont produites. Absolument, et qu'on voit tous les jours. Oui. Là, je fais une exposition à Luxembourg sur Babel heureuse, point d'interrogation. Et je me suis battue pour que dans le catalogue, il n'y ait pas avec le support de. Ah, ah, c'est entré dans la langue française également. C'est entré dans la langue française mal parlée. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que je me disais que c'était seulement un effet de l'ignorance de chez nous. Non. Mais tout ce que vous dites, apply, appliquer, etc. Oui. Vous êtes dans le français d'aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si je dois tomber dans la mélancolie ou dans la nostalgie. Oui, ou au contraire. Je me souviens d'une joie perverse que j'ai ressentie en 90. Je venais d'arriver en France et j'ai pris le train pour aller à Toulouse chez des amis. Et le train a eu un retard de 5h30. Tout le monde était... bien sûr agacé dans le train. Moi, j'étais très content. Je me dis, voilà, ça arrive aussi en France. Mais là, c'est beaucoup plus grave, en fait, qu'on ait support dans le sens de soutien. Oui, absolument. Et je me suis vraiment battue. Oui. Et j'ai eu les dernières épreuves. Ils avaient à nouveau changé. Il y avait support.
Et c'est peut-être l'intelligence artificielle qui avait changé. Je pense que c'est la désintelligence locale. Oui, humaine. Oui, j'ai un ami qui a donné une conférence sur l'intelligence artificielle et la stupidité naturelle. Voilà, c'est ça. En fait, les deux sont souvent liés. Oui. Voilà, je voudrais maintenant évoquer ce livre monumental. J'en ai déjà parlé dans Oui. une émission il y a quelques années, je pense, avec Anka Vassiliou. Ce projet fabuleux, oui, le vocabulaire européen de la philosophie. Bon, ça dépend qui nous écoute, parce que si ce sont des Roumains, je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus. Je pense que vous avez parlé des milliers de fois de ce livre, peut-être vous en avez marre Non, de mille ce et une, ça va. grand projet, mais je pense que c'est pour la bonne cause qu'il Oui. faut répéter les choses. Oui. Bah, écoutez, ce projet, c'est un projet vraiment politique. C'est là où on voit que la traduction, c'est quelque chose de politique. C'est au moment où l'Europe de la culture se dessinait. Et pour moi, j'avais deux ennemis. Le Global English, le Globish dont on a parlé. Et le second, c'est le nationalisme ontologique. C'est-à-dire, c'est un concept qui circule comme ça, mais qui renvoie pour moi à Heidegger. Autrement dit, le fait qu'il y ait une hiérarchie des langues et qu'il y ait des langues meilleures que d'autres, c'est-à-dire plus proches de l'être, plus philosophiques que d'autres, et en fin de compte, seulement le grec et l'allemand encore plus grec que le grec. Et ce soit des langues enracinées, je cite Heidegger, dans une race et dans un peuple. Donc vous voyez bien tout de suite à quel type de nationalisme ça nous conduit. Donc voilà, contre le globish et contre le nationalisme ontologique, j'ai voulu faire un dictionnaire des intraduisibles, c'est-à-dire un dictionnaire des notes de bas de page des traducteurs. Qu'est-ce qui nous permet de tenir bon la diversité des langues? Eh bien, ce sont les intraduisibles, c'est-à-dire pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on a du mal à traduire, ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Donc, et pourquoi je l'ai fait en philosophie? Évidemment, tout est traduisible et tout est intraduisible, mais on sait que la poésie est complètement intraduisible et qu'on la traduit quand même. La philosophie, on ne pense pas qu'elle est intraduisible, parce qu'on pense qu'on philosophe en concept. Moi, mon idée, c'est qu'on philosophe en mots d'abord, et qu'il n'y a pas de concept qui ne soit d'abord des mots. Et donc, ce dictionnaire des intraduisibles est un dictionnaire de réflexion sur les symptômes de différence des langues, y compris en philosophie. Donc, alors je prends des exemples très simples qui nous conduisent au-delà ou qui nous mènent en amont de la philosophie. Si je dis bonjour, je ne dis pas, comme les Grecs, kairé, c'est-à-dire réjouis-toi, jouis. Je ne dis pas, comme les Latins, vale, porte-toi bien. Je ne dis pas, comme en arabe ou comme en hébreu, shalom, salam, la paix soit avec toi. Il se trouve qu'en Wolof, on dit tu as bien dormi? Bon. Ah, ça c'est sympa. C'est joli. C'est vraiment sympa. Bon, voilà. Il y a en Transylvanie, et ça vient des Saxons de là-bas, servus. Oui. C'est très intéressant. Je suis votre serviteur. Oui, c'est très beau. Et donc, on n'ouvre pas le monde de la même manière. Donc ça, vous voyez, c'est là-dessus. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur la différence des langues pour faire comprendre qu'il y a des langues. Et que donc le globish ne suffit pas. Pour moi, un cauchemar, ça serait globish plus dialecte. C'est-à-dire que toutes les langues que nous parlons, toutes les langues de culture, deviennent des espèces de dialectes. Deviennent des dialectes à parler entre soi, c'est tout. Bon, ça serait dramatique. Et dramatique pour l'Europe, qui n'a de sens que unie dans la diversité. Et je souligne diversité. C'est la caractéristique des langues pour Humboldt. Et c'est juste. Bon. Donc voilà. Le dictionnaire des intraduisibles est un dictionnaire qui était là pour faire savoir qu'il y a des langues. Et qu'on le perçoit quand on traduit, c'est-à-dire quand on a du mal à traduire. Bon. Et j'ai choisi nous avons choisi, nous étions 150 à travailler là-dessus, nous avons travaillé pendant 15 ans, donc c'est un énorme truc. Donc voilà, je vais prendre un exemple qui fait comprendre pourquoi c'est si politique. L'exemple du mot dette. Aujourd'hui, on est submergé par la dette. Bon.
Ben, en français, ça vient du latin, debitum, on rend, et puis voilà, c'est fini. Alors qu'en allemand, eh bien, c'est Schuld. Autrement dit, c'est la culpabilité qu'on porte sur ses épaules. Et là, on a beau rendre, c'est pas fini. Bon. Donc, vous voyez, cette différence-là, entre dette et Schuld, peut faire comprendre la différence de perception à l'intérieur même de l'Europe et la différence de politique entre, disons, l'Allemagne et la France. Oui, l'Allemagne et le déficit budgétaire. Oui. Absolument. Ça vient de là. Voilà. Das ist daran schuld. Oui, Voilà, absolument. je vois. Mais en vous écoutant parler, il y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit. Bon, le français, une langue parmi d'autres. Oui. Mais il y a quand même cette idée de l'universalité de la langue française. Oui, il y a cet essai écrit par Rivarol et qui a reçu le prix de l'Académie de Berlin. Absolument. Donc, La moitié du prix. Il y avait aussi un autre. Il l'a partagé. Bon. Ouais, il l'a partagé. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, français de souche. Bon, notion qu'il faut employer avec tous les guillemets. Oui. Voilà, qui écrit un discours de l'universalité de la langue française et qui est apprécié à Berlin. Est-ce que dire que le français est une langue parmi d'autres n'est pas un peu diminuer sa portée? Et justement, c'est plutôt... vous avez tout à fait raison d'évoquer Rivarol. Pour moi, Rivarol, c'est, d'une certaine manière, un sous-Heidegger, avant l'heure. Avant l'heure, oui. Oui. Ou un post-grec. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, la langue française est la seule à garder l'ordre vrai. Oui, c'est la question de l'ordre chez Rivarol. Sujet, la clarté, verbe, oui. complément. Oui. C'est l'ordre vrai. C'est comme ça qu'on pense. Et il dit, ça n'est pas la langue française, c'est la langue du monde. Bon, c'est terrifiant. Moi, je suis terrifiée par Rivarol. Mais oui, bien sûr. Oui, mais c'est précisément cette rigidité syntaxique qui fait parfois que les traductions en français sont difficiles, surtout quand on veut traduire de la poésie. Oui. Bon, donc Rivarol, c'est non. Rivarol, c'est non, c'est-à-dire voyez où ça mène de croire qu'on est universel. Rivarol, c'est pour moi celui qui dit que la langue française, c'est la langue universelle. Comme les Grecs disaient, le logos, ben, il n'y en a qu'un. Bon. Et ma position par rapport à l'universel, c'est que l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Et là, ça se voit avec Rivarol. Bon, il y a une deuxième question qui me passait par la tête. J'ai été tout récemment à Berlin. On a eu un voyage d'études. Et à Berlin, on voit très très bien cette ambition qu'ont eu les rois de Prusse de faire de Berlin l'Athènes du Nord. Oui. Donc ça commence avec la reine Sophie Charlotte, son mari également. Puis il y a une exception, le roi Sergent, qui est une brute épaisse qui n'a rien à faire avec l'idéal athénien. Mais sinon, tous les rois de Prusse ont eu cette idée en tête, oui. De faire de Berlin l'Athènes du Nord. Et c'est quand même assez surprenant. Cette ambition de créer une nouvelle Athènes. Et c'est systématique comme ambition, c'est vraiment très conséquent. Et l'idée qu'il y a une affinité, non pas seulement élective, une affinité fondamentale entre la Prusse et la Grèce. Oui. C'est étonnant quand même. C'est pas ce qui nous viendrait à l'esprit tout de suite en pensant à l'Allemagne et surtout à la Prusse. Alors, je voudrais répondre en deux temps. Le premier, c'est que tout le romantisme allemand a magnifiquement compris ce qu'était la Grèce et a été passionné par ce que c'était. Et justement, a inventé la notion d'intraduisible. Chez Humboldt, lorsqu'il traduit l'Agamemnon, il dit c'est intraduisible, mais je le traduis quand même. Bon,
Ça, c'est un premier point. Donc, l'Allemagne et la Prusse héritent de tout cela. Et donc, ça donne à la fin Heidegger. Maintenant, je voudrais évoquer un deuxième type de réponse. J'ai beaucoup travaillé en Afrique du Sud, Je sais, oui. au moment de la commission Vérité et Mhm. Réconciliation et un peu avant. Et là, eh bien, ce que m'ont demandé les gens de l'ANC, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour construire ici une nouvelle Athènes. Oui. Autrement dit, Athènes est un mot valise, si vous voulez, pour dire démocratie vivable. Et voilà. Et bon, est-ce que c'était une démocratie vivable? Je pense que ce n'était pas une démocratie, dans notre sens, en tout cas. C'est-à-dire que, Mais dans un sens plus authentique, parce que tous les citoyens participaient. pas les femmes, Oui, et pas les très nombreux esclaves. esclaves. Donc, c'est une démocratie que nous renierions comme démocratie aujourd'hui. Nous avons évolué dans notre idée de la démocratie. Mais si on garde le sens même du mot démocratie, c'est-à-dire que le peuple, qui reste à définir, gouverne, là oui, ça fonctionne. Là, parce que comme ça, on revient un peu à notre discussion du début Oui. sur Platon et les sophistes. Chez Platon, chez Xénophon, il y a cette critique très sévère de la démocratie. Mais à mon sens, peut-être le plus grand homme d'Athènes au IVe siècle est Démosthène. Oui. Démosthène qui n'était pas du tout un petit esprit. Démosthène est un héros. C'est quelqu'un qui est mort pour une cause qu'il a défendue toute sa vie avec un talent extraordinaire et qui parlait, non pas pour ne rien dire, il parlait pour dire des choses très importantes sur la cité, sur la démocratie. Et donc, c'est le héros de la démocratie, au fond. C'est le martyr de la démocratie, c'est Démosthène. On peut dire ça. Mais pour moi, si vous voulez, la phrase de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose », est par excellence une phrase démocratique. Pas à cause de l'homme tellement, mais à cause de l'idée que, tout à fait, une idée qu'a soutenue Hannah Arendt jusqu'au bout, que ce qui importe politiquement, c'est de juger. C'est le jugement qui est un acte politique par excellence. Et donc, pour moi, la démocratie, c'est ça. C'est l'idée que à toi de juger. L'homme est mesure, vas-y, juge. Et si on dit ça, on commence à construire une bonne démocratie. Mais est-ce que notre démocratie est si bonne que ça? Est-ce qu'elle ne craque pas de tous côtés? Elle craque de partout, sauf que, comme dit Aristote, c'est le moins pire des régimes. Oui, on C'est est bien tout. d'accord. Mais je me demande, et là ça dépasse un peu le cadre de nos considérations sur l'histoire de la philosophie, sur les langues. Je me demande si certains régimes démocratiques ne vont pas succomber à cette vague populiste. Et une question, par exemple, qui me tracasse, et que j'ai d'ailleurs discuté dans mon dernier livre, quelle est la différence entre populisme et démagogie? Pourquoi on parle de populisme et pas de démagogie? Ça, c'est une question. Est-ce que le isme à la fin de populisme ajoute quelque chose à la démagogie? Est-ce qu'il y a un isme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un côté idéologique du populisme? Bon, droite-gauche, on ne voit pas très bien quel serait le dénominateur commun, mais peut-être qu'il y en a un. Puis, en activant des affects extrêmement violents, est-ce que la rhétorique populiste ne risque pas justement de faire succomber certains régimes démocratiques? Et là, on retrouve les anciens, parce que, à mon sens, Cléon, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, est le prototype du populiste. On lit maintenant le discours de Cléon, on croirait entendre différents démagogues de nos jours. Oui, je suis d'accord. Le mauvais versant de la démocratie, c'est la démagogie. Il y a toujours un bon et un mauvais versant.
Donc le mauvais versant, c'est la démagogie. La différence entre démagogie et populisme, je crois que c'est simplement que démagogie, moi je l'entends de manière plus rhétorique encore, hein. C'est-à-dire qu'on va conduire à goguet, on va les conduire, on va conduire le peuple et on va le conduire en parlant et vous allez me suivre. Donc il y a un côté fureur là-dedans, fureur. Mais bon, le populisme, c'est au fond se dire, se désigner, s'approprier le peuple. Moi, C'est le moi, peuple. moi, Oui. le peuple. Le peuple, J'incarne le peuple. j'incarne C'est le un peuple. ethos de l'incarnation, Absolument. Et donc, à ce moment-là, ce qui est très dangereux. il n'y a pas pire. Et on voit comment ça rejoint donc le Führer. Bon. Donc voilà. Il y a dans ce film extraordinaire de Leni Riefenstahl, Triomphe des Willens, il y a deux discours de Rudolf Hess qui dit Die Partei ist Hitler, aber Hitler ist Deutschland. Oui, c'est ça. C'est l'éthos de l'incarnation menée à son terme. Absolument. Absolument. Donc maintenant, à nous, je crois que c'est toujours évitable. C'est-à-dire, je crois que là, Arendt a raison de dire « jugez ». Allez, c'est vous la mesure. Et toi, c'est la suite de Protagoras. Il ne dit pas seulement « l'homme est la mesure de toute chose ». Il dit « et toi, il te faut supporter d'être mesure. Alors vas-y, toi tu es mesure ». Et si chacun de nous est mesure, eh bien, je ne suis pas sûre que le populisme, c'est-à-dire la mise en groupe de quelqu'un comme peuple qui suit un Führer, fonctionne. Ou comme on dirait en anglais contemporain, c'est du empowerment. Absolument, Ouais. absolument. Voilà, pour une fois, c'est pas mal. Non, c'est pas mal et on ne sait pas comment le traduire. Exactement. Sur ces mots, je pense qu'on peut finir. Merci énormément. Ça a été une discussion, d'abord, de mon point de vue, extrêmement agréable, très instructive. Et merci beaucoup pour ce grand honneur que vous m'avez fait, que vous nous avez fait, que vous avez fait à cette maison. Cette maison où beaucoup d'intellectuels roumains sont venus en visite, chez mon grand-père, chez mon père. On n'a pas évoqué Noica, par exemple, qui a beaucoup réfléchi sur la langue et la philosophie et qui était l'un des meilleurs amis de mon père. Donc, on peut leur dédier à ces gens-là cette discussion que nous avons eue et merci de tout cœur. Mais c'est moi qui vous remercie et j'ai été très sensible au lieu et à vous-même, évidemment. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.